le sentiment de vulnérabilité systémique a été certainement un des moteurs les plus importants qui ont alimenté cette ambition transformatrice. Mais un autre élément aussi qui a joué un rôle important aussi, c'est la mémoire historique. Et la mémoire historique, c'est la mémoire d'un ancien Rwanda. Même si le FPR était contre, sur beaucoup de points, contre cela, parce que le FPR tenait à se distancier du passé monarchique notamment. Le FPR avait un problème avec la monarchie assez importante, et à tout l'élitisme tutsi traditionnel. Le FPR se voulait plutôt un mouvement populaire. Même s'il avait un problème avec ces dimensions-là, il ne pouvait pas faire autrement que de l'accepter, parce que ses membres étaient habités par une certaine vision de leur propre pays et une vision d'eux-mêmes aussi. Et la vision de leur propre pays, d'un ancien Rwanda valeureux, était profondément ancrée dans l'esprit des jeunes qui ont finalement pris les armes ou ont combattu autrement. À l'époque, je me souviens, même nos parents d'ailleurs, ils nous disaient le Rwanda, ils nous parlaient du Rwanda de façon toujours très majestueuse, tout ça. Et donc quand même, les membres des FPR en particulier, mais même dans les leaders des FPR, même s'ils ne le disaient pas, il y avait cette vision que le Rwanda était une société qui avait été valeureuse et qu'il fallait qu'elle retrouve un jour sa position. Et un des éléments qui montre ça aussi, c'est le fait que, par exemple, avant même la contestation politique, il y a eu d'abord un réveil culturel, et ce réveil culturel, d'ailleurs le FPR a beaucoup de problèmes avec ça, notamment parce que ça c'était des jeunes qui s'organisaient, et le réveil parlait du Rwanda traditionnel, de la monarchie, des choses comme cela. Et le réveil le FPR a dû faire beaucoup d'éducation politique pour dire aux gens, ces histoires-là c'est terminé, soyons réalistes, et ces vieilleries sont terminées. Essayons de construire un Rwanda démocratique. Le deuxième, sur lequel je veux insister un petit peu, c'est les étapes du changement. 94, le changement n'a pas vraiment commencé en 94. Entre 94 et l'an 2000, en fait, au Rwanda, il y a eu une juxtaposition, une cohabitation de l'ancien et du nouveau. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de problèmes militaires et de sécurité. Il y a eu d'abord les camps de réfugiés à l'extérieur, d'une part. Ensuite, il y a eu l'insurrection dans le nord, qui a duré très longtemps, qui a été extrêmement violente. Et donc, ce qui fait que le pays n'était pas stable du tout, d'une part, mais d'autre part aussi, maintenant, même au plan politique, au niveau du gouvernement et des instances de l'État, il y avait la cohabitation entre le FPR et les autres partis du gouvernement d'union nationale. Mais le gouvernement d'union nationale, finalement, a été un échec parce qu'il n'a pas pu fonctionner. Il n'a pas pu fonctionner notamment parce que les deux principaux leaders de ce gouvernement-là, à savoir le FPR et le MDR, avaient des visions complètement incompatibles par rapport à la direction que devait prendre le pays. Le FPR cherchait un pays qui défendrait la citoyenneté rwandaise d'une part et la fin de la discrimination, alors que le MDR, même si il s'accolait de l'adjectif de MDR modéré, le MDR, le fond idéologique du MDR est toujours resté le même, à savoir que pour eux c'était d'abord la promotion des Hutus qui était la plus importante. Et au bout du compte, le gouvernement s'est effondré d'une part en 1995, il y a un nouveau gouvernement qui a été rétabli, et cette fois avec à peu près les mêmes acteurs, sauf qu'un certain nombre de leaders avaient quitté le pays. Et dans la deuxième mouture de ce gouvernement-là, donc le gouvernement d'union nationale qui s'est créé en 1995, les choses ont changé un petit peu. À savoir que les membres du gouvernement qui étaient restés avaient mis un bémol sur les dimensions ethnisantes qui les habitaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une espèce de coalition entre les différents politiciens, mais une coalition faite sur une espèce de tolérance mutuelle sur la corruption, sur le népotisme, sur les passe-droits. Et ce qui s'est passé, c'est que, mais même avant 1995, c'est-à-dire depuis la fin du génocide, il y avait eu des pillages, il y avait eu des désordres post-guerre, et à l'époque, pour ceux qui avaient suivi, et tous les Rwandais, c'était l'époque de Kuboroza, ce qu'on appelle libéré, mais Kuboroza c'était en fait pillé. Donc
il y avait une période de désordre qui avait suivi le génocide, d'une part, mais ensuite, maintenant, après le désordre, il y a eu une période de corruption, de mauvaises pratiques quasiment généralisées. À telle enseigne que, en 1997, les cadres du FPR se sont révoltés. Ils ont dit, nous n'avons pas perdu les gens que nous avons perdus pour refaire la politique d'Abiy Ahmed. C'est exactement ce qu'ils disaient, et ça sortait dans les journaux, dans des pamphlets et tout. Et donc, c'est ce que moi j'appelle la révolte des cadres. Elle s'est faite en 1997, et en 1997, de façon très précise, il y a eu une crise grave au sein du FPR, avec une partie du FPR qui disait l'autre partie a rejoint les pratiques de Abiy Ahmed. Le FPR lui-même à l'intérieur aussi a essayé de faire des réformes, mais n'a jamais réussi à se départir de l'autre partie du FPR qui, elle, s'était adonnée à la corruption, pour faire court. Et donc il y avait une forte tension au sein du FPR même. Et avec la révolte des cadres, la crise était devenue trop importante, elle ne pouvait plus être ignorée. Et en 1998, il y a eu une clarification politique, il y a eu une grande réunion qu'on appelle Kichukilo 2 au mois de décembre, dans laquelle tout a été mis sur la table. Et quand on a mis tout ça à table, très clairement, les gens sont accordés à dire que la corruption devait arrêter et qu'il fallait faire une purge dans le système politique. D'abord à l'interne au FPR et aussi au niveau du gouvernement. Et les CADA, en se révoltant contre le FPR, ont mis à l'index le vice-président Kagame à l'époque. Dans les journaux, il y a des articles qui étaient sortis, tout ça, qui disaient que le vice-président, c'est bien beau, vous avez arrêté la guerre, c'est très beau, mais maintenant, ah oui, à cause de tous ces problèmes-là, finalement, le FPR avait élu Kagame comme président du FPR au début de l'année 98. Et donc les gens espéraient qu'il allait y avoir des changements avec sa venue au pouvoir en 98 au sein du FPR, mais ça n'a pas été le cas. Et donc pendant un certain nombre de mois, les choses ont continué presque à identique, et c'est là où les cadres sont devenus très agressifs. Ils ont dit nous te faisons confiance, et là tu es en train de nous décevoir. Si ces choses continuent, ça veut dire que toi aussi tu es partie de ce qui est en train de se passer. Et la tension montant très fort, c'est là où le FPR a décidé de faire la réunion de Kichukilo 2 au mois de décembre 1998, où tout a été mis sur la table. Et où clairement, il y a eu une clarification politique. Mais en même temps aussi, et cette clarification politique allait amener justement la transformation politique du pays qui allait suivre. Il y a un autre élément aussi, en même temps, qui est très important à prendre en considération, c'est la concession d'une plateforme programmatique. Ça veut dire que le FPR, à partir de 1996, voyant tous les désordres qui se passaient, voyant la condition de la pauvreté, voyant que le gouvernement n'était pas capable vraiment de reconstruire le pays tel qu'il le désirait, le FPR a commencé à réfléchir un petit peu à des solutions à trouver à ce marasme-là. Et parmi les solutions, en fait, il y avait deux solutions. C'était l'élection de février 1998, comme je l'ai dit, mais l'autre partie du plan, c'était ce qu'on appelle les discussions du village Urugwiro. Les discussions du village Urugwiro, c'était des discussions qui ont eu lieu entre mai 1998 jusqu'à mars 1999, où tous les samedis, l'ensemble de l'élite de l'État, depuis le président jusqu'aux directeurs généraux, avec associés les leaders religieux, les gens de la société civile, les hommes d'affaires importants, mais aussi des anciens dignitaires des différents régimes qui existaient. Par exemple, il y avait des chefs de l'époque coloniale qui ont été présents, il y avait des chefs, il y avait des dignitaires du Palme Hutu qui étaient présents, il y avait des membres de l'élite Habyarimana aussi qui étaient présents, bien sûr, qui s'étaient comportés correctement. Et donc, en fait, ça a été une espèce d'états généraux qui se réunissaient tous les samedis de 9h à 2h ou 3h du matin, de façon extrêmement intensive. Il y avait deux questions qui se posaient. La première question, c'est de savoir quelles sont les causes des conflits au Rwanda. La deuxième question, c'est quels sont les remèdes qu'on peut apporter à ces conflits-là. Et l'état d'esprit de ce questionnement-là était
de chercher toutes les solutions possibles qui peuvent régler le problème des conflits au Rwanda. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de discussions en profondeur qui ont eu lieu, et c'est un élément extrêmement important même pour comprendre un peu ce qui s'est passé par la suite. Hein. Ainsi, par exemple, une des choses qui a été discutée le plus âprement, ça a été la question de la démocratie. Avec tous ces gens-là. Au bout du compte, au bout de la discussion sur la question de la démocratie, il a été entendu que le Rwanda ne devait pas suivre la démocratie libérale telle qu'elle est professée à travers le monde, que le Rwanda devait suivre ce qu'on appelle une démocratie consensuelle. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, que cette démocratie consensuelle devait être aussi une démocratie participative. Quand on parle de démocratie participative, ça veut dire mettre le citoyen au centre de l'action de l'État. Parmi ces discussions-là aussi, on a discuté du contentieux des génocides, et c'est là où les Gacaca ont été retenus. C'est là où la vision 2020 a été ébauchée. C'est là où la nouvelle constitution a été ébauchée. Et donc, pendant ces 9 mois-là de discussion en profondeur avec différentes parties, c'est là où vraiment les aspects du nouveau Rwanda ont été élaborés. Et donc, par un hasard des choses, par une coordination peut-être, il y a eu en même temps une clarification politique et en même temps la production d'une plateforme programmatique assez claire et assez originale. Et ensuite, maintenant, à partir de 2000, c'est là où le président Kagame est élu, d'une part. Il y a la constitution de 2003, un certain nombre de lois importantes, comme la loi sur le divisionnisme et un certain nombre de lois. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'architecture constitutionnelle et législative se met en place, qui régule notamment l'action politique au Rwanda. Et certaines des choses qu'on reproche au Rwanda aujourd'hui ont été mises en place à ce moment-là. Mais une chose qu'il faut voir, hein, c'est qu'elles ont été mises en place d'une part de façon participative. Elles ont été mises en place après une discussion en profondeur, en espérant trouver une solution qui correspondrait à la nature des problèmes que le pays avait. Et donc à partir de ce moment-là, c'est là où vraiment l'avènement du nouveau Rwanda commence. Mais maintenant, juste pour avancer un peu plus rapidement, avant d'arriver un petit peu à la période actuelle, il va y avoir un épisode qui va presque faire dérailler le train. Après la mise en place de ces institutions et de ces politiques-là, ça a été Gacaca. Gacaca a commencé en 2002 et s'est terminé en 2009-2010. Mais une chose que, dans ce dont on a entendu beaucoup de Gacaca, on a beaucoup entendu de critiques par rapport à Gacaca, le fait que ce soit des paysans qui jugent d'autres paysans, ou alors le fait que ce soit des paysans qui jugent des crimes de génocide, et de la part des organisations des droits de l'homme, la critique importante qui est faite à Gacaca, c'est le fait que les prévenus n'avaient pas d'avocat. Mais une chose que beaucoup de gens n'ont pas relevée, hein, c'est la secousse qu'a faite Gacaca sur le corps social rwandais. Le corps social rwandais a été profondément ébranlé par Gacaca. Au bout d'un certain temps, que Gacaca a commencé à prendre son envol, il a commencé à avoir des tueries de rescapés, aussi des tueries de gens qui étaient prêts à témoigner, parce que beaucoup de rescapés ne pouvaient pas témoigner parce qu'ils étaient cachés, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et donc c'était des gens qui étaient associés aux tueurs qui ont joué un rôle d'ailleurs extrêmement important pour dire ce qui s'est passé. Et ces gens-là aussi ont été ciblés, tués, battus, on leur crachait dessus, on arrachait leurs plantes la nuit, on tuait leur bétail, on jetait des pierres sur les maisons. Et donc les communautés rurales ont été profondément ébranlées par cela. Et maintenant, et dans les écoles, il y avait une persécution des élèves, bon là il faut être clair, hein, des élèves Hutus contre les élèves Tutsis, en disant ce soir on va faire votre affaire, des choses comme cela. Donc il y avait quelque chose qui se passait dans le fond social qui était vraiment
vraiment très dur. Et à ce moment-là, un certain nombre des députés ont sorti une loi, et je pense que c'est là où certains éléments dont je vais parler maintenant peuvent aussi peut-être vous aider un petit peu par rapport aux problématiques actuelles ici en Belgique. On sorti une loi qui est la loi contre l'idéologie du génocide. Mais ils l'ont sortie de façon émotive. Ils l'ont sortie juste après un massacre d'un certain nombre de rescapés du génocide, un massacre suivi par la fuite notamment de la préfecture d'Ikongoro de rescapés du génocide qui fuyaient les persécutions. Et alors, les députés sont venus avec la loi de 2008 sur l'idéologie du génocide, qui était une loi extrêmement dure d'une part, mais d'autre part aussi très large et très vague. En fait, ce que les députés voulaient, c'est une espèce d'ingénierie sociale, c'est-à-dire une loi qui puisse contraindre les gens à changer leurs attitudes envers les rescapés et protéger les rescapés. Et cette loi-là a fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup d'arrestations, et les gens ont parlé d'une loi qui était abusive. Mais toujours est-il qu'au bout du compte, la loi a eu ses effets. D'une part, mais d'autre part aussi, Gacaca finissant, vraiment aux alentours de l'an 2010, le pays est retombé dans un certain calme. Et c'est là où on peut sentir qu'il y a une nouvelle étape du processus de reconstruction qui a pris place à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Un des marqueurs aussi par rapport à cette situation-là, c'est que quand Gacaca est monté en flèche, notamment au mois d'avril, au mois de commémoration, le nombre de tués, le nombre de gens qu'on battait, les gens qu'on insultait, tout ça, était très important pendant de longues années. Et à partir de 2010, quand Gacaca s'est terminé, ça a presque complètement disparu. Et donc, depuis, le pays est dans une phase beaucoup plus tranquille, je dirais, d'une part, mais d'autre part aussi, c'est à ce moment-là aussi que l'essor du développement socio-économique du Rwanda a vraiment pris une certaine ampleur. Je vais maintenant terminer en posant un certain nombre de questions par rapport à l'avenir. Quand on regarde un petit peu d'où vient le processus de reconstruction, quand on regarde un peu ses fondements et ses motivations, on se rend compte, mais peut-être avant de dire ça, il faudrait d'abord que j'explique que c'est vrai que le Rwanda est dans un processus de transformation, mais ce processus de transformation n'est pas terminé. Il est encore en cours. Il y a un certain nombre d'indicateurs par rapport à ça. Il y a même des indicateurs socio-économiques. D'après ce que le gouvernement, les objectifs du gouvernement, ça veut dire une vraie transformation du Rwanda, ce serait quand le Rwanda aurait atteint un niveau de revenus d'un pays à revenu intermédiaire. Un revenu intermédiaire, aujourd'hui, c'est environ $1000 par tête d'habitant par an à 4000, 5000 $. Or, le Rwanda, même s'il a progressé très très rapidement, il a triplé le revenu par tête d'habitant depuis l'an 2000, il est encore à 750. Donc on a encore un peu de chemin à faire, et plus le revenu monte, plus les marges qui suivent deviennent de plus en plus difficiles. Mais toujours est-il que je pense que tout le monde aujourd'hui reconnaît que le processus de transformation est en cours et n'est pas terminé. Ça, c'est un. D'autre part aussi, quand on fait un certain nombre de sondages au niveau des populations par rapport à la question de la réconciliation, les gens disent oui, les gens vivent ensemble de façon pacifique, très pacifique, mais ils disent les blessures dans le cœur sont encore profondes, de part et d'autre. Hein. Et surtout pour les gens qui sont un peu plus âgés, ils disent donc que c'est vrai que le processus de réconciliation est très satisfaisant de leur point de vue, du point de vue des répondants de différents sondages, mais ils disent tout n'est pas vraiment complètement terminé. Et je pense que ça tombe sous le sens des études spécialisées sur ce genre de questions. Quand on parle de transformation de culture politique, en général, on dit que pour qu'il y ait une transformation d'une culture politique vraiment profonde, ça prend une génération. Ça veut dire que les protagonistes directs de ce qui s'est passé en 1994, ils pourront s'amender jusqu'à un certain point, mais ils ne pourront pas se changer complètement.
Et les populations, de ce point de vue-là, sont très sages. Elles disent là où nous en sommes, c'est très bien, mais on sent bien sûr qu'il faudrait aussi qu'on aille plus loin. Et eux-mêmes disent c'est nos enfants qui seront complètement libérés du poids du passé. Donc c'est clair que le processus de transformation du Rwanda est en cours, est bien en cours, mais ce sera aussi une œuvre de plus longue haleine. Maintenant, la question qui se pose, c'est que la génération qui a mené ce processus-là est en train de quitter le bateau. Et maintenant, c'est d'autres générations qui vont prendre en cours le processus de transformation du Rwanda en espérant qu'ils le continueront dans le même sens. Maintenant, le processus de transformation du Rwanda, avec toutes les limites qu'il peut avoir, en Afrique, dans la région, dans des pays comparables, est tout à fait remarquable. Il est spectaculaire. Mais il est spectaculaire aussi, et cette réussite spectaculaire aussi, et comme je vous l'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, elle vient de l'ambition transformatrice du FPR. Or, cette ambition transformatrice a été déterminée par des circonstances historiques, politiques et sociales très précises, qui n'existent plus aujourd'hui. Dieu merci. La question qui se pose maintenant, c'est les nouvelles générations, où est-ce qu'elles trouveront l'inspiration pour continuer ce processus-là de la même façon. Bien sûr, il faudrait une autre façon de voir les choses, mais est-ce que les nouvelles générations auront les mêmes ambitions transformatrices, ou alors finalement le Rwanda, ou alors elles n'auront pas, et dans ce cas-là, le Rwanda va se déteindre un peu par rapport aux dynamiques régionales, pour ne pas dire continentales. C'est une question importante. C'est une question importante, en particulier pour certains d'entre nous qui ont été partie de ce processus de transformation-là. Et dans ce processus de transformation-là, quand même si on aime être modeste, hein, par exemple, on n'aime pas dire que le Rwanda est un modèle, parce que on croit plutôt dans l'appropriation, chacun doit pouvoir faire son propre modèle. Mais quand même, malgré toutes les limites que le processus de transformation puisse avoir, hein, on est quand même fiers de ce processus de transformation-là. Et on voudrait qu'il continue. Et une question qu'on se pose maintenant aussi, c'est de savoir les nouvelles générations, quelles vont être leurs sources, pour avoir eux aussi une volonté de transformer, une volonté malgré tout de se distinguer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très complet et très clair. C'est un extrêmement bon résumé de ce qui se trouve dans ton ouvrage.